Il y a une chose que presque personne ne remarque avant qu'il ne soit trop tard. Pas parce que c'est invisible. Pas parce que c'est rare. Mais parce que ça ressemble exactement à la vie normale. Vous vous levez le matin. Vous faites ce que vous avez toujours fait. Et pourtant, quelque chose, quelque part dans le corps, commence à changer à un rythme que vous n'avez pas choisi. Après 60 ans, certains gestes du quotidien, des gestes banals, des gestes que vous répétez sans y penser depuis des décennies deviennent des accélérateurs silencieux du vieillissement. Non pas parce qu'ils sont dangereux en eux-mêmes, mais parce qu'ils s'accumulent. Parce qu'ils s'additionnent jour après jour, semaine après semaine, jusqu'à ce que le corps commence à répondre différemment à ce qu'il tolérait autrefois sans difficulté. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, ce n'est pas une liste d'interdits. Ce n'est pas un sermon sur la santé. C'est quelque chose de beaucoup plus précis, c'est la description exacte de ce qui se passe à l'intérieur, quand certaines erreurs du quotidien sont répétées trop longtemps après 60 ans. Et ce qui rend cette question si importante, c'est précisément que ces erreurs ressemblent à des habitudes. Elles ressemblent à du confort. Elles ressemblent à de la sagesse accumulée. C'est là que réside leur vrai danger, dans leur apparence d'innocence quotidienne. Depuis de nombreuses années, j'ai travaillé directement avec des personnes âgées de 60 à 85 ans. Et ce que j'ai observé, encore et encore, c'est que ce n'est presque jamais un événement brutal qui marque le tournant. C'est un ensemble de petits choix répétés. Des choix que tout le monde fait. Des choix qui semblent raisonnables. Jusqu'au jour où le corps commence à signaler que quelque chose a changé. Et à ce moment-là, il devient beaucoup plus difficile de revenir en arrière. La plupart des gens pensent que vieillir, c'est surtout une question de génétique. Que si vos parents ont bien vieilli, vous avez de bonnes chances. Que si votre grand-mère était encore vive et active à 80 ans, vous êtes sur la bonne trajectoire. Et il y a une part de vérité là-dedans. Mais ce que cette croyance omet, c'est le rôle massif que jouent les comportements quotidiens dans la vitesse à laquelle votre biologie vieillit. La génétique fixe un potentiel. Le quotidien décide si ce potentiel est utilisé ou gaspillé. Imaginez votre système biologique comme un réseau d'irrigation complexe. Des canaux principaux, des ramifications secondaires, des points de régulation. Quand tout fonctionne bien, l'eau circule librement, atteint chaque zone, nourrit chaque partie du système. Mais si certains canaux commencent à se rétrécir, si certains points de régulation perdent de leur précision, si la pression dans certaines zones devient irrégulière, l'ensemble du réseau commence à fonctionner différemment. Pas d'un coup. Pas de manière dramatique. Progressivement. Et pendant longtemps, depuis l'extérieur, tout semble aller bien. L'eau coule encore. Les plantes ne meurent pas encore. Mais à l'intérieur du système, quelque chose s'est modifié. Et ce changement silencieux, c'est exactement ce qui se passe dans le corps humain après 60 ans quand certaines erreurs quotidiennes sont répétées sans être corrigées. La première erreur que j'observe systématiquement, et sans doute la plus sous-estimée, c'est la réduction de l'activité physique qui se fait progressivement, presque imperceptiblement, au nom du repos bien mérité. À 60 ans, beaucoup de gens ont travaillé dur toute leur vie. Ils ont élevé des enfants, porté des responsabilités, accumulé des années de fatigue. Et il y a une logique dans l'idée de ralentir. De se reposer davantage. De se ménager. Mais voici ce que j'ai vu se produire encore et encore, le repos non structuré, quand il devient le mode de vie dominant, accélère le déclin musculaire à un rythme que très peu de gens anticipent. Après 60 ans, le corps perd naturellement de la masse musculaire chaque année. Ce processus a un nom. Il est documenté, progressif, inévitable dans une certaine mesure. Mais ce qui n'est pas inévitable, c'est la vitesse à laquelle ce processus s'accélère quand on reste assis trop longtemps chaque jour. Parce que le muscle n'est pas seulement une question de force physique. Le muscle est un organe métabolique actif. Il participe à la régulation du sucre dans le sang. Il soutient les articulations. Il protège la posture. Il contribue à l'équilibre thermique du corps. Quand il diminue plus vite que prévu, ce ne sont pas seulement les bras et les jambes qui changent. C'est l'ensemble du système de régulation interne qui commence à travailler différemment. Ce que j'ai observé dans mon travail avec des personnes de cet âge, c'est que la réduction progressive de l'activité physique est rarement vécue comme une décision. Elle se glisse dans les journées sans être nommée. On prend l'ascenseur au lieu des escaliers parce que les genoux font un peu mal. On reste assis plus longtemps après les repas parce que c'est confortable. On évite la marche du soir parce qu'il fait trop chaud, ou trop froid, ou parce qu'on est fatigué.
Chaque décision, prise individuellement, semble parfaitement raisonnable. C'est leur répétition silencieuse qui crée le problème. Michelle avait 64 ans quand elle est entrée dans la clinique pour un bilan de routine. Elle était enseignante à la retraite depuis 2 ans. Organisée, pragmatique, quelqu'un qui prenait ses rendez-vous à l'heure et lisait attentivement les résultats de ses analyses. Elle n'était pas là par inquiétude particulière. Elle venait parce que c'était dans son calendrier. Ce qu'elle a décrit, c'est une transition qu'elle avait trouvée logique, maintenant qu'elle ne travaillait plus, elle faisait moins de choses inutiles. Elle marchait moins. Elle prenait la voiture pour des trajets qu'elle faisait autrefois à pied. Elle passait plus de temps assise à lire, à regarder des documentaires, à profiter de sa retraite. Elle appelait ça du repos intelligent. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que ses marqueurs biologiques avaient commencé à se modifier en seulement 24 mois. Sa masse musculaire avait diminué de façon mesurable. Sa sensibilité à l'insuline avait légèrement changé. Son équilibre, testé cliniquement, était moins stable qu'au dernier bilan. Elle n'avait rien remarqué. Tout lui semblait normal. C'est précisément ça le problème. Parce que le vieillissement accéléré ne se ressent pas toujours. Pas au début. Pas pendant longtemps. Et c'est là que réside le vrai danger de cette première erreur, elle ne fait pas mal. Elle ne déclenche pas d'alarme. Elle ressemble à du bien-être jusqu'au moment où les conséquences deviennent visibles et mesurables. À ce moment-là, le chemin de retour est plus long et plus difficile. La deuxième erreur est intimement liée à la première, mais elle opère sur un terrain différent. C'est la façon dont la qualité du sommeil est gérée, ou plutôt mal gérée, après 60 ans. Beaucoup de personnes de cet âge me disent qu'elles dorment moins qu'avant. Que c'est normal. Que les personnes âgées ont besoin de moins de sommeil. Et cette croyance est tellement répandue qu'elle est devenue une sorte de vérité culturelle. Mais elle est inexacte. Ce qui change avec l'âge, c'est la structure du sommeil, pas le besoin en heures de récupération. Le sommeil profond, cette phase où le corps répare les tissus, consolide la mémoire, régule les hormones, peut devenir plus difficile à atteindre. Mais quand on accepte cette difficulté sans chercher à en comprendre les causes, on laisse le corps sans sa principale fenêtre de régénération. Ce que j'ai observé chez de nombreuses personnes de plus de 60 ans, c'est un glissement progressif vers ce que j'appelle un sommeil de surface. On s'endort facilement. On se réveille plusieurs fois dans la nuit. On se lève le matin avec l'impression d'avoir dormi, mais sans se sentir vraiment reposé. Et on finit par accepter cela comme la nouvelle normalité. Ce que cette acceptation occulte, c'est que la récupération biologique nocturne est incomplète. Et quand la récupération nocturne est incomplète sur des mois, sur des années, des processus inflammatoires lents commencent à s'installer. La régulation hormonale se modifie. Le système immunitaire travaille avec moins d'efficacité. Le cerveau lui-même, privé des cycles de nettoyage que le sommeil profond permet, commence à accumuler ce qu'il n'arrive plus à éliminer aussi bien qu'avant. Ne pas se sentir fatigué ne signifie pas que le corps s'est correctement régénéré. Le calme apparent de la nuit ne garantit pas que les processus de réparation ont eu lieu. C'est l'une des réalités les plus importantes à comprendre après 60 ans, et l'une des moins enseignées. La troisième erreur touche à quelque chose que je rencontre dans presque toutes les conversations avec des personnes de cet âge, l'hydratation. Ou plutôt, son absence progressive est souvent inconsciente. Après 60 ans, le mécanisme de la soif devient moins fiable. Il répond avec retard. Il sous-estime les besoins réels du corps. Résultat, beaucoup de gens qui boivent objectivement peu d'eau ne ressentent pas de soif. Ils ne se sentent pas déshydratés. Ils n'ont aucun signal d'alarme. Mais leurs cellules, elles, fonctionnent dans un environnement appauvri en liquide depuis des heures, parfois depuis le matin jusqu'au soir. Ce qui rend cette erreur particulièrement insidieuse, c'est que ses effets sont attribués à autre chose. La fatigue en milieu de journée est mise sur le compte de l'âge. Les difficultés de concentration sont attribuées au stress ou au manque de stimulation. Les douleurs articulaires semblent liées à l'usure naturelle. Mais dans beaucoup de cas, une partie de ces symptômes est amplifiée, parfois massivement, par un état de déshydratation chronique légère que personne n'a nommé parce que personne n'avait soif. Dans le système d'irrigation du corps, quand le volume de liquide disponible diminue de façon chronique, ce sont d'abord les zones périphériques qui souffrent. Les articulations, qui dépendent du liquide synovial. Les reins, qui doivent concentrer davantage leurs efforts. La peau, qui perd de son élasticité plus rapidement. Et le cerveau,
qui est composé majoritairement d'eau et qui fonctionne avec moins de fluidité quand sa disponibilité en liquide diminue. Aucune de ces conséquences n'est dramatique à court terme. Toutes s'accumulent à long terme. La quatrième erreur est celle qui surprend le plus les gens que je rencontre. C'est l'impact de l'isolement social progressif sur la biologie du vieillissement. Parce que quand on pense à l'isolement social, on pense à la tristesse, à la solitude, à la santé mentale. Mais ce que la recherche a confirmé au fil des années, c'est que l'isolement social a des effets biologiques directs. Il modifie les marqueurs inflammatoires. Il affecte la régulation du cortisol. Il influence la fonction immunitaire. Il change littéralement la façon dont le corps vieillit à l'intérieur. Après 60 ans, les occasions de connexion sociale se réduisent souvent naturellement. Les collègues de travail disparaissent avec la retraite. Les enfants ont leur propre vie. Certains amis sont malades, ou ont déménagé, ou sont décédés. Et beaucoup de gens que j'ai accompagnés m'ont dit la même chose, ils ne se sentaient pas seuls à proprement parler. Ils avaient leur routine. Ils avaient la télévision, les livres, les promenades. Mais les échanges humains profonds, les conversations qui stimulent, les liens qui engagent émotionnellement, ces connexions avaient diminué sans être remplacées. Jean-Pierre avait 74 ans quand sa fille a remarqué quelque chose. Pas une maladie. Pas une urgence. Quelque chose de plus subtil. Il parlait moins vite. Il semblait mettre plus de temps à trouver ses mots dans la conversation. Il était moins curieux de savoir ce qui se passait dans la famille. Il vivait seul depuis plusieurs années, après le décès de sa femme. Il avait une structure de vie stable, il cuisinait, regardait les informations, faisait des mots croisés. Mais il n'avait pratiquement plus de conversations régulières avec d'autres personnes. Quand sa fille a commencé à lui rendre visite plus fréquemment, elle a observé, sur quelques mois, que son père semblait mentalement plus présent, plus réactif, plus lui-même. La stimulation sociale n'avait pas guéri quelque chose. Elle avait réactivé des ressources qui étaient encore là, mais qui s'étaient mises en veille. Ce n'est pas de la magie. C'est de la biologie. Le cerveau humain est un organe social. Il a besoin d'interaction pour maintenir ses connexions actives. Et quand ces interactions diminuent sur des mois et des années, certaines fonctions cognitives commencent à ralentir, non pas parce qu'elles sont endommagées, mais parce qu'elles sont moins sollicitées. La cinquième erreur est liée à la façon dont le stress chronique de faible intensité est ignoré après 60 ans. Pas le stress aigu, celui qui est visible, identifiable, reconnu. Mais un stress de fond, discret, persistant. Les inquiétudes financières latentes. Les préoccupations pour la santé des proches. L'incertitude sur l'avenir. La perte progressive de contrôle sur certains aspects de la vie. Ce type de stress chronique de faible intensité active en permanence le système de régulation du cortisol. Et quand ce système tourne à un niveau légèrement élevé pendant des années, il commence à affecter d'autres systèmes, le système immunitaire, la qualité du sommeil, la digestion, la régulation du sucre, la densité osseuse. Ce qui rend cette erreur si difficile à corriger, c'est qu'elle n'est souvent pas reconnue comme un problème de santé. Les gens font la distinction entre la santé physique et le stress mental, comme si ces deux dimensions vivaient dans des corps séparés. Mais dans le corps humain réel, il n'existe pas de frontière entre ce que vous ressentez émotionnellement et ce que votre biologie fait en réponse. La sixième erreur est nutritionnelle, mais pas dans le sens auquel vous pensez peut-être. Ce n'est pas une question de régime particulier ou de liste d'aliments à éviter. C'est une question de timing et de régularité. Après 60 ans, le métabolisme traite les apports alimentaires différemment selon le moment de la journée. Les repas tardifs, les longues périodes sans manger suivies de repas copieux, les prises alimentaires irrégulières, tous ces schémas exercent une pression différente sur le système digestif et métabolique d'une personne de 65 ans que sur celui d'une personne de 35 ans. Et beaucoup de gens conservent les mêmes habitudes alimentaires qu'ils avaient à 40 ans, sans réaliser que leur corps traite maintenant ces habitudes très différemment. La septième erreur est peut-être la plus profondément ancrée, et c'est pourquoi je veux lui consacrer suffisamment de temps. C'est le refus implicite, souvent inconscient, de faire contrôler régulièrement certains marqueurs biologiques spécifiques au vieillissement accéléré. Pas les analyses de routine que tout le monde fait, mais des indicateurs précis qui permettent de mesurer la vitesse à laquelle certains systèmes se modifient. Beaucoup de gens évitent ces bilans non par négligence, mais par peur de ce qu'ils pourraient révéler. Et cette peur, compréhensible, protège finalement d'une information qui aurait permis d'agir tôt.
Ce que j'ai observé à travers des années de travail avec cette tranche d'âge, c'est que les personnes qui vieillissent avec le plus de vitalité ne sont pas celles qui ont les meilleures génétiques. Ce sont celles qui maintiennent une conscience active de ce qui se passe dans leur corps. Pas une obsession. Pas une anxiété permanente. Mais une attention informée, régulière, qui permet d'ajuster, de corriger, de prévenir avant que le problème ne devienne difficile à inverser. Il existe un principe que j'ai vu confirmer encore et encore dans le travail clinique, les premières années après 60 ans sont celles où les ajustements ont le plus grand impact. C'est le moment où le système est encore suffisamment résilient pour répondre rapidement aux changements. C'est le moment où une erreur corrigée peut faire la différence entre une décennie de vitalité ou une décennie de déclin progressif. Plus on attend, plus l'élasticité du système diminue. Alors que peut-on concrètement modifier ? D'abord, la question du mouvement. Il ne s'agit pas de devenir sportif de haut niveau. Il s'agit de rompre la sédentarité de façon régulière. Se lever toutes les heures si on est assis longtemps. Marcher après les repas, même 10 minutes. Maintenir des activités qui mobilisent la force musculaire de façon modérée. Ces ajustements simples, pratiqués régulièrement, exercent un impact documenté sur le maintien de la masse musculaire, la sensibilité à l'insuline et la stabilité de l'équilibre. Ensuite, le sommeil mérite une attention active. Pas de l'acceptation résignée. Si le sommeil est fragmenté, si le réveil est difficile malgré des heures suffisantes, si la fatigue est présente en milieu de journée malgré une nuit complète, ces signaux méritent d'être discutés avec un médecin. Pas parce qu'ils indiquent forcément quelque chose de grave, mais parce qu'ils indiquent que la récupération nocturne n'est pas optimale. Et une récupération nocturne non optimale pendant des années a des conséquences biologiques réelles. Pour l'hydratation, la solution n'est pas d'attendre la soif. C'est d'intégrer une structure. Un verre d'eau au réveil. Un verre à chaque repas. Un verre en milieu de matinée et de l'après-midi. Ne pas se fier au signal de soif pour déterminer si le corps est bien hydraté, parce qu'après 60 ans, ce signal est moins fiable qu'il ne l'était. Pour le lien social, la question n'est pas de forcer des interactions superficielles. C'est d'identifier les formes de connexion qui ont de la valeur pour vous personnellement, et de les maintenir activement. Un repas régulier avec quelqu'un que vous appréciez. Une activité en groupe, même ponctuelle. Des conversations téléphoniques qui ne se limitent pas à des nouvelles rapides. Ces connexions ne sont pas du luxe. Elles sont de la biologie préventive. Pour le stress chronique, l'étape la plus importante est de le reconnaître comme un facteur de santé physique, pas seulement mentale. Et de chercher, avec l'aide d'un professionnel si nécessaire, des outils pour réguler le système nerveux. Pas pour éliminer le stress, ce qui est impossible. Mais pour empêcher qu'il ne fonctionne en arrière-plan de façon permanente sans être jamais déchargé. Pour les habitudes alimentaires, la discussion avec un médecin ou un nutritionniste sur les schémas temporels des repas peut être plus utile que n'importe quel régime. Manger à des heures régulières. Éviter les repas copieux en fin de soirée. Maintenir des apports en protéines adaptés pour soutenir la masse musculaire. Ces ajustements sont souvent plus accessibles qu'on ne le pense, et leurs effets se font sentir rapidement. Et pour les bilans biologiques, la démarche la plus utile est de demander à votre médecin quels marqueurs spécifiques au vieillissement il recommande de surveiller régulièrement à votre âge. Pas pour s'inquiéter, mais pour avoir une image précise de ce qui se passe dans votre corps, et pour pouvoir agir tôt si un ajustement est nécessaire. Ce qui me touche profondément dans le travail avec des personnes après 60 ans, c'est que la plupart d'entre elles ont une capacité de changement bien supérieure à ce qu'elles s'autorisent à croire. Il y a souvent une sorte de fatalisme doux qui s'installe avec l'âge. L'idée que les dés sont jetés. Que le vieillissement suit son cours et qu'on n'y peut pas grand-chose. Mais ce que les données biologiques montrent, et ce que j'ai vu dans ma pratique, c'est que cette idée est fausse. Le corps humain maintient une capacité d'adaptation remarquable bien au-delà de 60 ans. Il répond aux signaux qu'on lui envoie. Il s'ajuste aux conditions qu'on lui offre. Pas de manière illimitée. Pas de façon magique. Mais de manière mesurable, réelle, et souvent surprenante pour les personnes qui commencent à faire les ajustements nécessaires. Les 7 erreurs que j'ai décrites aujourd'hui ne sont pas des condamnations. Elles ne signifient pas que si vous les avez faites, il est trop tard. Elles signifient que si vous les reconnaissez, vous avez maintenant la possibilité de changer de trajectoire. Et changer de trajectoire après 60 ans, c'est possible. C'est documenté. C'est concret. C'est à votre portée. Si ce que vous avez entendu aujourd'hui résonne avec ce que vous vivez,
avec ce que vous observez dans votre propre quotidien, je vous encourage à en parler avec quelqu'un qui compte pour vous. Pas forcément pour trouver des solutions immédiatement, mais parce que mettre des mots sur ce qu'on observe en soi est déjà une étape. Et si vous pensez à quelqu'un dans votre entourage pour qui ces informations pourraient être utiles, partagez cette vidéo. Pas comme un avertissement. Comme un cadeau d'attention. Prendre soin de soi après 60 ans ne ressemble pas à ce qu'on nous a appris à imaginer. Ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas héroïque. C'est fait de petits ajustements réguliers, de décisions simples prises avec conscience, et d'une attention bienveillante portée à ce que le corps essaie de nous communiquer bien avant que les symptômes deviennent impossibles à ignorer. Si vous souhaitez continuer à recevoir des informations de ce type, des contenus pensés spécifiquement pour les personnes de 60 ans et plus, n'hésitez pas à vous abonner. Chaque semaine, nous explorons des sujets qui vous concernent directement, avec le même souci de clarté, de précision, et de respect pour ce que vous traversez réellement.